Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Série, le podcast qui voit la vie en épisodes. Hey hey motherfuckers! Je suis Charlotte Bloom, journaliste sériephile chez OCS, du genre à hurler devant The Handmaid's Tale, à me poser des questions existentielles devant En Thérapie ou à flipper devant Servante. Cette semaine, j'ai invité des scénaristes et créateurs de séries françaises pour parler de leur métier et des challenges qu'ils rencontrent dans cet exercice périlleux. Good morning everybody! Chacun au chaud chez soi, ils sont 4 à avoir répondu à l'appel. Angela Soup, co-créatrice de HP, qui raconte le quotidien d'un hôpital psychiatrique. Lui, c'est un patient, c'est sûr, il souffre de trichomanie. Addict au tricot. Non, c'est un toc qui consiste à s'arracher les poils. On consulte pour ça? Ah ouais, carrément. Frédéric Rosset, co-créateur de Irresponsable, une comédie sur un adolescent qui se découvre père. Emmanuel Poulain-Arnaud, co-auteur de 3615 Monique, qui raconte la naissance du Minitel Rose. Le Minitel a été distribué dans 2500 foyers. Imagine un service de messagerie érotique. Et Vianney Le Basque, co-scénariste et réalisateur des Grands, qui développe une nouvelle série co-créée avec Hélène Lombard. C'est nous les boss! C'est nous les grands! Merci à toutes et à tous d'avoir accepté de participer à cette conversation autour de vos métiers. Et pour commencer, j'ai une question un peu naïve. Comment est-ce qu'on sait que notre idée, notre sujet de série, c'est le bon ou la bonne et que ça y est, on peut se lancer? Qui commence Allez, faut quelqu'un se lance là. Non, allez-y. Moi, je veux bien commencer. Angela Soup, co-créatrice de HP, diffusée sur OCS. On n'est jamais sûr que notre série sera la bonne. Et, enfin, on écrit je pense qu'on a tous des tas de séries dans nos tiroirs qui n'ont pas vu le jour. Après, il y a un truc dont on est sûr, c'est que quand on pense une série, on éprouve quand même la possibilité de sérialité, justement. On teste le fait que ce soit bien une série et pas un film. Notamment que c'est un truc qui puisse se décliner... pas forcément à l'infini, ça peut être quelque chose de restreint sur 3 saisons ou même une mini-série sur quelques épisodes, mais ce qu'on va éprouver, c'est la capacité à rebondir à l'intérieur de cette histoire, quoi, et d'en faire des épisodes. Moi, je dirais que c'est... Frédéric Rosset. Une fois que j'ai senti que cette thématique, ce sujet m'a amené des personnages qui pouvaient fonctionner au long cours, en fait. C'est-à-dire que quand moi j'ai eu mon idée de série, déjà elle me faisait rire juste en la résumant en une ligne. Je disais ok, d'ailleurs il y a une catchphrase qui est assez efficace, qui donne envie. Mais j'ai été définitivement convaincu que c'était pas une fausse bonne idée, mais une vraie idée qui pouvait fonctionner. Une fois que je me suis rendu compte que ce sujet m'imposait des personnages que j'avais envie de suivre sur long cours, et donc du coup que ça allait faire une bonne série si jamais je continuais, quoi. Moi, je me pose la question de ce que j'ai envie de voir et de ce que j'ai envie de raconter. Vianney Le Basque, co-auteur et réalisateur des Grands. Et après, c'est vrai que de sentir qu'il y a un sujet ou quelque chose qui est un peu plus universel, j'ai l'impression que c'est en parlant quand même autour de soi, d'essayant de formuler effectivement la possibilité de se dire à la fois la reine, à la fois quelle est la perspective des personnages et comment ça peut exister sur plusieurs saisons aussi, en fait. J'ai l'impression que ça résume à peu près finalement, mais c'est vrai que j'aime bien partir de me dire qu'est-ce que j'aimerais voir qui n'existe pas encore. Qu'est-ce qui va te motiver et qui va faire en sorte que tu puisses pousser tes personnages jusqu'au bout et que tu puisses être toi motivé dans ta vie de tous les jours de revenir sur le texte et sur ton sujet. Oh Tony! Mais vous arrêtez jamais, hein? Jamais, Madame Manel. Monique. Moi, par exemple, la dernière chose sur laquelle je travaille, il y avait l'envie de me créer une famille et de voir évoluer une famille. Enfin, moi, c'était un sentiment que j'avais eu en regardant Six Feet Under il y a très longtemps, mais c'était mon plus grand plaisir de spectateur avec une série. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose comme ça, ou un angle pour pouvoir voir évoluer des personnages. Je trouve que c'est la force d'une série, et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais essayer, moi, de vivre ça de l'intérieur, en fait, de voir cette possibilité de faire évoluer sur des années une famille. Et donc, je suis parti c'est un peu de cette envie-là, à la base. Et tu veux pas faire un truc genre, je sais pas, lire dans l'avenir? Moi, j'aimerais trop savoir ce qu'on devient dans 10 ans, par exemple, tu vois. Putain, grave. Genre, si on est toujours potes,
si je suis toujours avec Adam, tu vois, si Hugo a encore des cheveux. Est-ce que j'aurai mon bac? Mais non, mais je vous ai pas dit que j'étais voyante. Mais ça, il serait trop marrant. Une fois que vous avez décidé, vous avez cette sensation, cette inspiration et que vous savez que c'est ça, comment ça se passe les premiers jours? On en chie, non? Enfin, je sais pas du coup. C'est-à-dire que c'est-à-dire, une fois l'excitation de putain, j'ai trouvé le sujet, c'est formidable, arrive la déprime du concret, quoi. Frédéric Rosset, co-auteur de Irresponsable. Il faut vraiment y aller, il faut vraiment aller au charbon et moi j'ai toujours du mal au démarrage, quoi. La première semaine, une fois qu'on a décidé notre sujet, ressemble aux minutes qui suivent une fois que ton réveil a sonné, quoi. T'as pas envie de te lever, tu refuses cette idée. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Moi j'ai plus un côté mégalo où je suis persuadée que j'ai raison. Je suis plus dans une période un peu high, quoi, un peu. Mais c'est ça qu'il faut faire, nous, pour HP, ça a commencé par beaucoup d'interviews, en fait. Une fois qu'on avait mis le doigt sur le sujet. La première étape a été d'interviewer beaucoup d'internes en psychiatrie, en fait. Que tout travail de documentation permet justement d'éviter la page blanche, parce que du coup, on se documente déjà, on se renseigne, on a beaucoup de matière qui approche. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours fait en sorte de parler de trucs que je connais. Maman, mais j'ai 31 ans. Mais non, mais quand je dis que je fais pas quelque chose, eh ben je fais pas quelque chose. Si, tu iras. Non. Ce qui est pas mal quand on a une période de page blanche aussi, c'est de se dire, bon, je suis bloqué, mais je vais quand même pouvoir lire un bouquin sur le sujet ou voir une série qui traite un peu de ce sujet-là. Et finalement, je trouve que ça permet de se donner des petites béquilles d'angoisse pour essayer de ne pas être trop confronté à la page blanche. Et des fois, ça désamorce assez bien. À quel point, quand vous êtes dans un processus de travail, vous vous nourrissez d'autres séries? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à fermer la porte et à vous dire je me concentre sur mon projet, soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas envie d'être court-circuité par d'autres séries, ou est-ce qu'au contraire, vous savez qu'il y a telle série qui peut vous être utile, Six Feet Under pour Vianney, ou je sais pas, pour vous tous, comment ça fonctionne les séries des autres? Non, mais ce qui est bien des fois, c'est qu'on va chercher dans d'autres séries pour convaincre les producteurs qu'un truc marche, ou qu'on n'est pas obligé de faire ça. Donc, moi, je sais qu'on s'est beaucoup servi de Dr House, par exemple, pour convaincre de certaines options sur HP, parce que, en fait, contrairement à ce qu'on croit, la construction de Dr House, elle n'est pas si évidente. Par exemple, dans le pilote de Dr House, il arrive au bout de la 7e séquence. C'est pas une série qui commence avec son personnage principal. On met du temps à le découvrir. Il n'est pas très présent. Il est présent de façon très minoritaire dans les épisodes, par exemple, beaucoup moins qu'on l'imagine quand on compte les séquences. Donc, en fait, c'est ce genre de choses qui permet de dire aux producteurs, genre, attendez, même les séries grand public, elles sont pas construites de façon si classique que ça. C'est des bons exemples pour sortir un peu du cadre et de convaincre la chaîne ou le producteur que, en fait, on n'est pas obligé d'être si classique que ça, quoi. Nous, on s'est appuyé sur Silicon Valley. Emmanuel Poulain-Arnaud. On s'appuie aussi sur Social Network pour comprendre la manière dont la narration fonctionnait. Et on a tout posé sur la table et ensuite on a trouvé nos personnages en fonction de références, mais aussi d'anti-références. Et ça permet d'illustrer très vite et de comprendre où on va très rapidement, même entre co-auteurs, j'ai l'impression. Souvent, moi je me base sur les schémas hyper stéréotypés de Friends, en fait, pour essayer de faire comprendre un personnage à quelqu'un et me dire tiens, ça peut être plus une Rachel, ça peut être plus une Phoebe, et du coup ça permet de dessiner plus rapidement quelqu'un, un perso, et ensuite pour casser ça, quoi. C'est un peu des mood boards, non? Un petit peu, ouais, c'est vrai. Ouais. Ou des anti-mood boards parfois aussi. Ouais. Vianney, des refs? Non, si, je pense que j'essaie d'en regarder. Il y a eu des périodes où j'ai pas regardé du tout de séries. Là, je suis plutôt en train de regarder beaucoup. Enfin, j'essaie de voir ce qui se fait en tout cas. Donc, par moment, je regarde qu'un épisode. Souvent, j'essaie de voir en fait à quoi ça ressemble, quel est le ton, etc. Je vais pas forcément au bout parce qu'il y en a trop aujourd'hui. Mais en tout cas, je trouve que c'est toujours inspirant pour se donner aussi des objectifs et remettre en question aussi sa façon de faire. C'est toujours intéressant de pouvoir s'inspirer de ça, quoi. On pourrait pas reporter? Non. La prochaine date, c'est dans 6 mois. On fait sans elle. On n'a pas les papiers. C'est pas grave. Je me sens pas bien. Une fois que vous avez passé le parcours du combattant et que la série elle est en boîte, il y a ce jour
soit maudit, soit merveilleux de la première diff. Comment vous vous sentez le jour où ça y est, c'est à l'antenne, quoi? Il y a des étapes pires entre. Non, parce que il y a le. Comment dire, quand c'est diffusé voilà, sur une plateforme, etc., c'est très virtuel finalement. On n'a pas les spectateurs en face de nous. Avant, il y a les étapes des diffusions en salle, les diffusions techniques, les projections aux journalistes, les projections dans les festivals, qui sont bien plus effrayantes parce qu'il y a des vrais gens en face de nous et il y a une salle réelle qu'on voit réagir ou pas. Donc ça, je trouve ça plus flippant en fait que le jour où ça sort vraiment. On a montré les 2 premiers épisodes au Festival de La Rochelle à Paris. On ne s'attendait pas vraiment à voir Monique un tout petit peu en salle. Et donc du coup, c'était assez miraculeux. Donc on a vécu ça comme un moment un peu festif et de célébration, même si c'était super flippant et on avait envie de se cacher sous nos fauteuils. Mais en même temps, il y avait ce truc plutôt cool. C'est surtout ces moments-là où les gens peuvent te cracher à la gueule concrètement, alors que quand c'est diffusé, bon bah si tu veux faire la sourde oreille, tu peux la faire. Il y a les réseaux sociaux quand même, c'est-à-dire que Oui, aujourd'hui on a un retour. Ouais. En effet, il y a les réseaux sociaux, mais alors. T'es pas obligé de les consulter. Mais c'est vrai que moi j'aime bien aller voir quand même sur les réseaux pour essayer de comprendre en fait la façon de réagir aussi des spectateurs. Vianney Le Basque, co-auteur et réalisateur des Grands. Moi, j'ai déjà été surpris par des commentaires de gens qui adoraient certaines choses que je trouvais assez anodines, mais qui ont beaucoup marqué, et des choses qui sont passées un peu inaperçues que je trouvais super. Et du coup, j'aime bien essayer de comprendre ce qui a été reçu et essayer d'analyser pourquoi et qu'est-ce qui a fait tout ça. Donc, je trouve ça toujours intéressant Et je suppose que effectivement sur TF1, sur France 2, ou le soir même, ou en tout cas quand il y a une grosse annonce, et que c'est commenté en live, je pense que plus l'audience est forte et plus il y a une pression. Moi, juste sur le retour des gens, j'ai sur Sens Critique. Frédéric Rosset. J'étais allé voir parce qu'il y avait une page où tu voyais quand même pas mal de gens qui notaient, et surtout à l'époque où il y avait les 2 saisons qui étaient sorties, je voyais vraiment qu'il y avait une team saison 1, une team saison 2. Ça veut dire ceux qui disaient la saison 1 était super drôle et la saison 2 elle est vachement moins drôle, on se fait un peu plus chier, et d'autres qui disaient ah bah la série c'est devenu quand même beaucoup plus intelligente et plus fine et plus intéressante avec la saison 2, alors que la 1 était un peu plus humour bas du front. Je trouvais ça très injuste dans les 2 cas, mais c'était comme ça. Je voyais pas les choses comme ça. Oui, ça j'avais remarqué. Et en fait, en tirer une leçon pour faire la saison 3, j'ai essayé à un moment donné, j'y ai réfléchi, puis je me suis rendu compte très vite qu'en fait ça ne m'intéressait pas et que le plus important c'était de vouloir faire la saison 3 que je voulais faire. Je savais que la saison 3 que je voulais faire, c'était aller encore plus loin que la saison 2 dans le côté assumer de jouer sur les 2 tableaux, comédie et moments plus dans l'émotion. Et donc tant pis pour les teams saison 1 quoi. Clairement s'ils n'ont pas aimé la saison 2, ils aimeront encore moins la saison 3, mais c'était pas mon problème, c'était ce que je voulais faire moi à ce moment-là qui m'intéressait en fait. C'est pas, je considère pas ça comme du mépris envers le public. Je pense juste que le public savait pas à quoi s'attendre quand il a regardé la saison 1, et je trouve ça intéressant de garder cette fraîcheur-là derrière, et s'ils continuent à aimer, tant mieux. Si on se plante, tant pis, mais au moins on sera allé jusqu'au bout de notre idée, quoi. Ouais, moi je suis en plein dedans parce qu'on démarre l'écriture de la saison 2. Emmanuel Poulain-Arnaud, co-auteur de 3615 Monique, diffusé sur OCS. Le client, faut le respecter. Et le surprendre. Si vous voulez qu'il vous soit fidèle, surtout n'assouvissez pas son fantasme tout de suite. Faites durer. Frustrez-le. Donc on fait le bilan de ce qui nous a été, ce qui nous en tant que scénaristes déjà nous paraît attachant, et puis et voir comment ensuite les choses vont être traitées. Et c'est un peu effrayant d'ailleurs, du coup, de démarrer une saison 2. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, mais il faut s'écouter, comme tu dis, Frédéric, mais tu ne peux pas non plus t'empêcher d'écouter le retour public, parce qu'évidemment, tu écris aussi pour les autres. Et donc là, je suis dans cette réflexion-là de comment je traite la suite. Et les thèmes et tout ça, et donc c'est très intéressant, un peu effrayant, et puis évidemment passionnant, mais voilà. Moi, j'ai fait un burn-out en commençant ma saison 2. C'est un des pires moments de ma vie professionnelle. C'est une torture, le début de saison 2. Bon courage. D'accord. Bon, bah merci. Ça va, t'es rassuré? Et puis il y a un truc qui est très pervers, c'est que la saison 1, t'as évidemment beaucoup plus de temps pour la développer que la saison 2, où on te presse, genre, il faut que ce soit à l'antenne dans 1 an, t'as 2 mois pour écrire, quoi. Il y a de ça, mais je vais pas me plaindre.
Mais non, oui, il y a de ça. C'est vrai que ça va aller beaucoup plus vite. On a eu le temps de réfléchir à toutes nos scènes sur la saison 1. Là, il va falloir trouver une méthode plus rapide. Angela Soupe? C'était très angoissant la saison 2 parce qu'on se sent attendu au tournant. La saison 1, on l'a écrit dans une sorte de geste inconscient. On était encore à l'école et c'était juste notre exercice de fin d'année. Donc, il n'y avait aucune pression. On écrivait pour se faire plaisir, quoi. Et oui, on a attendu sur 2 points, c'est-à-dire que sur la suite de l'histoire. Et nous aussi, on a fait notre petit virage drama en saison 2, c'est-à-dire que la saison 2 est plus sombre, donc voilà. Et on a attendu aussi sur la réalisation, puisqu'on n'avait pas réalisé la saison 1. Donc c'est l'angoisse, ouais. C'est comme ça. Bravo. Bon, c'est fini, quoi. Oui, c'est quasi fini, mais justement, là, j'avais une sorte de relâchement, le tournage est terminé, le montage est terminé. Et en fait, je commence à sentir, voilà, là, c'est la première interview, on commence à parler de la saison 2, et je commence à sentir monter la petite pression de ça va bientôt être diffusé et montré à des gens qui ne sont pas nos amis. Excusez-moi. En montant ici tout à l'heure, je vous ai aperçu avec votre patience. Je vous ai un peu observé, et je trouve que vous auriez dû rentrer dans son jeu. Ah. Il faut toujours rentrer dans leur jeu, parce que leurs délires ont toujours quelque chose à nous raconter. Quelque chose de vrai. Tenez, vous auriez dû danser avec elle. Quand vous repensez à vous, jeunes auteurs, au tout début, voilà, ces premières semaines mi-angoisse, mi-joie absolue et tout, quels sont les pièges que vous avez découverts au fur et à mesure de l'écriture? Moi, personnellement, je m'estime au début encore, hein, donc les pièges, je tombe dedans tous les jours. Hein. Emmanuel Poulain-Arnaud, co-auteur de 3615 Monique. On verra, peut-être que je vais retomber dans les mêmes pièges, je sais pas, mais oui, forcément, il y a des leçons, des personnages qu'on apprend à aimer, des narrations, des récits dont on se dit que finalement, c'était finalement anecdotique, alors comme ce que tu disais, Vianney, tu y attachais une importance extraordinaire, qu'en fait pas du tout. Ce genre de choses dans le récit, oui, mais... Peut-être l'apprentissage scénariste consiste à se faire de plus en plus confiance et à apprendre à passer de plus en plus en force, en fait. Avec tact et douceur, ce qu'on n'arrive pas toujours à faire. Ouais, c'est qu'on nous tienne de moins en moins la plume, je dirais. Enfin, je sais pas, il y a un truc d'autonomie, apprendre à convaincre, en fait, de ses options, mais... Plus on a fait de choses et plus on nous écoute aussi, mais il y a un... Ce qui peut être dangereux, peut-être, aussi. Oui, je pense qu'il y a un moment où ça bascule. On a tellement la confiance et plus personne ne nous dit rien que c'est là que les carrières déclinent en général. Je crois que le truc que j'ai le plus appris, c'est il faut jamais rien mettre sous le tapis, en fait. Frédéric Rosset, co-auteur de Irresponsable, disponible sur OCS. Si jamais on remarque qu'il y a un truc qui semble... on se dit, ça... Ah, ouf, à l'écriture, ouais, faut pas le balayer. Ouais, ça, en effet, si on y réfléchit 2 secondes, ça ne marche pas. Mais en fait, personne n'a remarqué pour l'instant, en fait. Donc, j'ai l'impression que ça peut passer, en fait. Donc, paf, sous le tapis. Ça va exploser à la gueule à un moment donné. Ça peut même être au montage. Hein. Mais à un moment donné, quelqu'un va dire, mais en fait, ça marche pas. Et on va faire, ah oui, tiens, c'est vrai. Oups. Et donc, du coup, même si ça nous arrange pas, il faut trouver une solution le plus tôt possible. Sinon, on va le payer à un moment donné, en fait, quoi. Je pense que ça veut pas dire que ça m'arrive jamais plus du tout de mettre un truc sur le tapis. Hein. On peut pas s'en empêcher. Mais il faut éviter. Au fur et à mesure de mon apprentissage, je me dis que parfois il faut savoir sacrifier une bonne idée. C'est-à-dire que c'est pas grave s'il y a des bonnes idées qui vont à la poubelle parce qu'il y en aura forcément une autre qui va arriver derrière. Donc souvent au début, quand on commence, on se dit, on est très très attaché aux bonnes idées, surtout quand c'est les premières. Et au fur et à mesure de l'apprentissage de l'écriture, on finit par être plus simple dans l'idée de mettre les choses à la poubelle parce qu'on sait de toute façon que derrière une nouvelle idée est certainement meilleure arrivera. Et donc ça devient très agréable, je trouve, ça oxygène vachement. Moi j'ai un peu l'avis inverse, je vais te contredire là-dessus, mais je pense qu'il faut tuer père et mère pour une bonne idée ou une bonne vanne et qu'il vaut mieux restructurer un épisode pour qu'elle puisse avoir lieu que... Non mais je sais pas, moi, les projections justement d'HP m'ont montré que des fois il y a des scènes qui servaient pas à grand chose dans la dramaturgie et qui s'inséraient pas tellement dans ce qu'on allait raconter, mais qui en fait sont les scènes que tout le monde retient. Et c'est quoi le trauma? C'est sa mère, hein, comme tout le monde. Je veux me défendre, hein, je veux dire
une idée inutile et aussi une bonne idée qui va... Enfin, tu vois, une idée inutile peut servir au récit aussi. Enfin, c'est juste que parfois, tu es accroché à quelque chose et pour avancer, il faut que tu te l'enlèves. Mais les belles scènes qui ne sont que des belles scènes et qui ne servent pas au récit, faut aussi pouvoir se les garder, évidemment. Je suis super d'accord avec toi, il faut les défendre. Après, moi, l'expérience irresponsable m'a un peu imposé le fait de réussir à combiner les deux, en fait. C'est-à-dire d'avoir si j'ai une bonne idée, une envie, il faut absolument se débrouiller pour qu'elle serve le récit, parce que du coup, on ne me demandera pas de l'enlever. Parce que je le veuille ou non, une série OCS est tournée en peu de jours, ce qui fait qu'il va forcément y avoir besoin de faire des coupes dans le texte. Après, c'est pas seulement une fonction de moyens, parce que pour faire des séries qui ont plus de budget, il faut quand même faire des coupes. Faut toujours faire des coupes dans les textes. Et souvent sont visées les scènes qui techniquement ne servent à rien. Si on l'enlève, l'épisode il tient toujours debout, ce qui est logique en fait, totalement. Mais là, on était à un stade où vraiment toute scène dite inutile était visée en fait. Donc il fallait donc si je tenais à ce truc-là, il fallait vraiment que je me débrouille pour que ce soit indéboulonnable et que je dise si tu l'enlèves, tu fais tomber le château de cartes. Après, tu fais ce que tu veux. Je te dis que j'ai retrouvé l'amour de ma vie, tu me parles de gigot? Écoute, ça me semble pas une si bonne nouvelle, moi, ça, tu vois. Ok, bon, laisse tomber, de toute façon, tu peux pas comprendre. Souvent, quand je cite un épisode de ma série, souvent on dit « Ah oui, c'est l'épisode de… » telle scène. Et souvent, ils retiennent une ou deux scènes clés dans chaque épisode. Et s'il y a un épisode que tu as l'impression qu'il était bien foutu, mais il n'y a aucune scène forte, aucune scène marquante par plus qu'une autre, cet épisode va tomber dans l'oubli, en fait. L'auteur, c'est plein d'étapes, c'est des échecs, c'est des victoires, c'est plein de choses où on apprend à se connaître, en fait, aussi. Vianney Le Basque. Et je trouve que toutes les expériences, en fait, permettent de mieux savoir, de mieux connaître ses qualités, ses défauts, là où on doit progresser, les erreurs qu'on a pu faire dans les rapports avec les boîtes de production ou sur des choix de projets, etc. Donc, moi, j'ai l'impression que si j'ai appris des choses, c'est toujours à la fois sur mes qualités, sur mes limites et sur comment améliorer les choses. Mais les pièges, il y en a partout, en fait, hein, parce que ça part de un peu l'inconscience du départ, mais qui est aussi une qualité, parce que du coup, on peut quand même se lancer sur des choses sans du tout savoir où on va. Et non, les pièges, moi, j'ai l'impression que faire les choses les plus sincèrement possible, avec le plus d'emballement artistique, c'est toujours ce qui rend le plus heureux et ce qui nous fait donner le meilleur de ce qu'on est capable de faire. Donc, le choix des projets et tenir vraiment à son sujet, aimer ses personnages et tout ça, c'est toujours ce qui nous rend bon, quoi. Et finalement, moi j'ai pu remarquer aussi, même quand on essaye de donner un ton un peu à un projet, naturellement le ton, en fait, il devient le nôtre une fois qu'on est dedans. On a chacun notre ADN un peu, je pense, d'humour, comédie dramatique ou poésie ou je sais pas quoi. Au début, j'ai fait ça juste pour que tu aies quelqu'un à qui parler. Et après, j'ai commencé à vraiment aimer ça, que tu me parles et que tu m'écoutes et qu'on se comprenne autant, quoi. Non, mais des fois, le ton vient aussi à l'inverse nous, le ton de notre série, il est venu de ce qu'on nous racontait, justement, et de la façon dont les psychiatres nous racontaient leur métier. On ne s'attendait pas à faire une comédie, en fait. Et en fait, à force d'interviewer des psychiatres qui nous racontaient leur vie de façon extrêmement drôle, et qui n'avaient pas du tout le rapport qu'un novice peut avoir à la psychiatrie. C'est-à-dire qu'eux, ils kiffaient leur univers, ils étaient accros à la folie. Ils nous racontaient que le week-end, quand ils partaient avec des gens normaux, ils se faisaient chier, ils n'avaient qu'une envie, c'était de revenir à l'HP. Et puis ils la racontaient de façon très drôle. Et toutes les anecdotes qu'ils nous racontaient étaient drôles. Et en fait, par exemple, le pilote d'HP, c'est que des anecdotes réelles qui nous étaient racontées. Ce monsieur se fait passer pour mon mari. Mais enfin, chérie, c'est moi. Non! Mon mari est en tournée à Los Angeles et il m'attend. Ma femme pense qu'elle est Beyoncé. C'est grave, docteur? Je voudrais finir par la question la plus compliquée, la plus relou, mais bon, moi je l'aime bien. Si vous deviez conseiller à de jeunes auteurs, de jeunes créateurs ou même réalisateurs un modèle d'écriture, une série qui pour vous est vraiment le modèle à suivre. En fait, moi ce que je dis toujours aux auteurs avec qui je bosse, qui me posent cette question, je pense qu'en fait, il faut aller vers
l'important, c'est d'analyser les séries qu'on aime, soi. Et de pas hésiter à les revoir plusieurs fois, En tant que scénariste, peut-être moi je me fais des séries que j'aime bien, je les regarde 2 fois et puis je note les arches et je regarde comment elles sont construites, je lis des os. Non, moi c'est juste, je sais pas quelle série je conseillerais, mais en tout cas à regarder juste, celle qui m'a mis une claque vraiment en tant que spectateur, c'est Succession. Oui, moi c'est celle qui me reste encore là. C'est ça qui nous a tous coup rendu jaloux. Ah ouais. Là, on n'a pas écrit Succession, quoi. Ouais. Moi, c'est une leçon de tout. Puis en tant que mélange des genres, là, pour le coup. Moi, je trouve que c'est les personnages qui sont vraiment brillamment écrits, je trouve. Mais c'est vrai que de toute façon, au début, il faut qu'on quand même qu'on tende vers ses propres affinités et à développer ce qu'on est soi, en fait, en tant qu'auteur. Donc, c'est vrai que plus on va essayer de comprendre comment sont faites les choses qu'on aime, ça permet un peu de se rapprocher déjà un peu de soi et de comment on peut y arriver, quoi. Mais c'est bien aussi de regarder les séries ratées, je trouve, parce que non mais c'est c'est bien de on va tous se l'avouer, on le fait aussi, on le fait tous. Non mais c'est ça, non mais parce que ça permet de décortiquer de pourquoi c'est raté. Et c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui a pas fonctionné à un moment, quoi. Mais quand tu trouves pas, c'est chiant, quoi. Ouais, mais des fois, ça saute aux yeux quand même. Je dis, bah voilà. Moi, je me rends compte que qu'importe le projet sur lequel je bosse, que ce soit mon propre projet ou si je bosse pour d'autres personnes, comme 10% ou je sais pas quoi, c'est très rare qu'à un atelier d'écriture, je me mette pas à un moment donné à citer Lost. Je me mette pas, ou Friends, enfin, surtout du coup, sur les responsables, c'était beaucoup Friends. C'est des références ultra classiques, mais c'est des modèles de structure en fait, et en fait dans l'idée de dire, tu vois, ça marchait, ou même parfois ça marchait pas. C'est ça qui est intéressant, c'est cette série qui est formidable. Elle a essayé, elle a pas réussi. Alors pourquoi toi tu veux réussir? Comment tu penses que toi ça va marcher? Bon bah voilà. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir pris le temps. Merci. Bonne journée. Salut. Ciao tout le monde. Salut. À bientôt. Au revoir. Et bon courage. Je déclare ouvert le service. 3615. Monique. T'as pas fait ça? Eh si. Désolé mon vieux. Le prénom de ma mère. C'est la femme la plus sexy du monde. Je rappelle que HP, Les Grands, 36 cases Monique et Irresponsable sont disponibles sur OCS. Quant à moi, je vous retrouve très vite avec un nouvel épisode de Story Série, le podcast. En attendant, prenez soin de vous et matez des séries.